Ça vient du grec polis, qui signifie la cité. Point. Donc vous pouvez noter simplement, hein, ce qui est politique relève de la vie et de l'organisation de la cité. Ce qui est politique relève de la vie, de l'organisation de la cité. Le politique. Ce qui est politique relève de la vie, de l'organisation de la cité. La vie, V-I-E. La vie de l'organisation de la cité. Oui, c'est-à-dire que vous noterez qu'il y a même une étymologie un peu commune avec citoyen, dont le citoyen c'est celui qui est normalement aussi en charge, responsable au sein de la cité. On a un peu supprimé le sens, enfin vidé le sens de ce mot de substance, mais c'est ce que ça veut dire à la base. Et alors, dernière définition qu'on pourrait donner, c'est celle de la légitimité. Mais alors, souvent, si vous voulez, il y a une espèce d'ambiguïté avec ce que c'est que la légitimité. Souvent, on a tendance à... Enfin, attends. Quand on n'est pas habitué, bon, on peut confondre en fait ce qui, d'une part, est légal et ce qui, d'autre part, est légitime. Donc, distinction conceptuelle. On pourrait confondre ces deux concepts. On pourrait penser que ce qui est légal est légitime ou vice-versa, si vous voulez. Mais faisons ce petit tableau avec une série d'exemples. Imaginons ici le viol. Voilà. Voilà, là on pourrait dire le vol. Là on pourrait dire, je sais pas, l'achat de n'importe quoi. L'achat de... Non, pas ça, non. D'organes. Non, non plus. De feutre noir, voilà. C'est ce que j'ai dans la main. Et enfin... Non, le meurtre, ça va avec le viol. Vous allez voir. Bah non, parce que le viol, en soi, le meurtre, ça peut être légitime défense, mais le viol, ça peut être... Ah oui. Ça peut pas être... T'as raison. Mais ça, ça va avec le vol. Jeter des piles à la poubelle. Bon, c'est un exemple extrêmement trivial. C'est tout ce qui me vient. On le recopie ? Oui, ça vous donne un exemple, si vous voulez. Bon, alors, le viol, est-ce que c'est légal ? Non, sauf si on est un homme puissant et qu'on peut acheter la justice américaine. Est-ce que c'est légitime ? Non. Bah, non plus. Hein. Enfin, il n'y a pas de troll qui répondent oui cette fois-ci, merci. Le vol, est-ce que c'est légal ? Non, sauf si on est ministre des Finances. Est-ce que c'est légitime ? Alors ça peut l'être. Imaginez, vous mourrez de faim dans un bidonville, et là il y a Bernard Arnault qui se promène avec son attaché case. Est-ce que c'est grave si vous lui volez ? Est-ce que c'est illégitime en tout cas ? Non, parce que vous avez besoin de vivre. Bon, l'achat de feutre noir, c'est très trivial. Est-ce que c'est légal ? Oui. Est-ce que c'est légitime ? Ben oui, sinon comment j'écrirais au tableau ? Jeter des piles à la poubelle, est-ce que c'est légal ? Ben oui, on a le droit. Mais est-ce que c'est très légitime tout ça ? Ça pollue la planète, c'est pas hyper cool, non. Alors, on voit que les deux domaines de la légalité d'une part et de la légitimité d'autre part ne s'entrecroisent pas nécessairement. En réalité, c'est facile à comprendre, c'est parce que ce qui est légal, bien, ça relève de la loi, alors que ce qui est légitime, ça relève plutôt de l'éthique. Donc là, on a des normes éthiques, si vous voulez, des normes éthiques qui régissent ce qui nous semble ou non légitime, alors que là, on a des normes légales, donc des lois, hein, par définition, des normes explicites, donc des lois, qui déterminent le domaine de la légalité. Alors, là, ça, vous voyez tout de suite où on est. C'est-à-dire qu'en fait, l'État de droit, hein, selon le texte de la loi, il exerce le pouvoir. Et ce n'est pas parce que selon le texte de la loi, l'État exerce le pouvoir qu'il est légitime pour l'exercer. Donc ce n'est pas la même chose, en fait, de proclamer un droit du fait même du texte de la loi que de le proclamer du point de vue de l'éthique ou de la rationalité, si vous voulez.
Parce que derrière la légitimité, il y a une idée d'éthique, mais il y a aussi la raison, si vous voulez. La légitimité, elle peut être défendue sous un point de vue strictement éthique, à partir de jugements de valeur, mais aussi sur un point de vue rationnel. Ouais. Par exemple, ce serait irrationnel d'interdire aux gens d'utiliser des parapluies quand il pleut, vous voyez. On pourrait imaginer une loi, on vous interdit d'utiliser des parapluies. Bon, ok. Mais ce serait légitime de demander d'utiliser des parapluies. Le fait que cette légitimité-là, elle n'est pas fondée sur la morale, elle est fondée sur la raison. Pourquoi? Parce que ce serait idiot d'empêcher les gens de se protéger de la pluie, si vous voulez. Il y a une rationalité derrière l'idée de légitimité. Bon, alors vous pouvez donc maintenant noter, donc légitimité, vous notez? Comme définition? Oui, oui, oui. La légitimité d'une proposition, dépend de critères éthiques et ou rationnels. La légitimité d'une proposition dépend de problèmes ou de questions éthiques et ou rationnelles. La légitimité d'une proposition dépend de problèmes éthiques et ou rationnels. Voilà. Il faut la distinguer de la légalité. Il faut la distinguer de la légalité. Virgule. Puisqu'il suffit à une proposition de correspondre au texte de la loi, il suffit d'une proposition de correspondre au texte de la loi pour être légal. Voilà. Ainsi, ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime et vice-versa. Ainsi, ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime et vice-versa. Ainsi, ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime et vice-versa. Donc là, on peut commencer à noter l'introduction sur la base de ces définitions. On a déjà quelques idées, on peut aller à la ligne, on va noter le début de l'introduction. L'État, virgule. Oui. L'État, ou pas de virgule d'ailleurs, l'État exerce le pouvoir de droit. L'État exerce le pouvoir de droit. L'État exerce le pouvoir de droit. Façon un peu. L'État exerce le pouvoir de droit. Point. Mais ce droit, virgule, qui autorise l'exercice du pouvoir politique, mais ce droit qui autorise l'exercice du pouvoir politique est-il mais ce droit qui autorise l'exercice du pouvoir politique
est-il seulement légitime? Point d'interrogation. Ce droit qui autorise l'exercice du pouvoir politique est-il seulement légitime? Point d'interrogation. Les conditions de la légitimité du pouvoir, les conditions de la légitimité du pouvoir, les conditions de la légitimité du pouvoir doivent encore être discutées. Les conditions de la légitimité du pouvoir doivent encore être discutées. Eh oui. Eh oui, eh oui. Point. Bon, vous voyez, donc, ça, c'est vraiment la question centrale qu'on se pose. Est-ce que l'État... est-ce qu'il existe, en fait, des questions générales, des conditions, générales de légitimité du pouvoir? Est-ce que, de facto, ces conditions sont viables et possibles? Parce que, bon, on peut très bien imaginer des conditions d'exercice du pouvoir idéales. On peut se demander si ces conditions sont viables. Et puis, in fine, est-ce qu'on n'aurait pas, dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas viables, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen, en quelque sorte, de réconcilier l'exercice du pouvoir lui-même avec une forme de rationalité? Est-ce qu'on serait condamné ad vitam aeternam à subir un exercice du pouvoir qui serait illégitime, qui serait, si vous voulez, injuste? Bon, en gros, c'est de ça dont on va discuter. Et on voit bien que ça nous fait bien trois parties. Hein. On va d'abord déterminer des espèces de conditions idéales. On montrera ensuite ce qui pose problème dans la détermination de ces conditions idéales et comment le pouvoir concrètement s'exerce. Et ensuite, on essaiera de se demander s'il est possible, en quelque sorte, de rallier, d'unir la rationalité à laquelle appelle la légitimité et l'exercice du pouvoir politique. Donc ce sera ça notre discussion. Donc, vous pouvez aller à la ligne et on va noter. Il faudra, voilà, c'est une version courte. Je crois que j'ai dicté un truc plus long pour l'autre classe hier. Là, c'est mieux. Il faudra d'abord établir les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique. Vous allez voir, c'est pas simple. Il faudra d'abord établir les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique. Il faudra d'abord établir les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique. Voilà. Ensuite, nous nous intéresserons aux conditions réelles et concrètes, Ensuite, nous nous intéresserons aux conditions réelles et concrètes auxquelles doit faire face l'État. Auquel doit faire face l'État. Point. Doit faire face l'État. Point. Cette réalité sociale et politique
cette réalité sociale et politique est peut-être de nature à le contraindre à exercer des formes illégitimes du pouvoir, et peut-être de nature à le contraindre à exercer des formes illégitimes du pouvoir. Illégitime, oui. Vous comprendrez pourquoi quand on en reparlera. Point. Illégitime du pouvoir. Point. Enfin, nous nous demanderons s'il est possible de réunir l'exercice du pouvoir avec la raison. Ensuite, nous nous demanderons s'il est possible de réunir l'exercice du pouvoir avec la raison. Spoilers, ça va être compliqué. N'y croyez pas trop. Vous avez, en fait, il y a une forme de rationalité qui peut rattraper l'exercice du pouvoir, mais cette rationalité n'est pas forcément très raisonnable, si vous voulez. Franchement, vu d'ici, on va bien se marrer. Le cours sur la politique, c'est toujours le plus marrant. Avec celui sur la religion. Le cours sur la religion, c'est celui généralement dans lequel j'apprends que la Terre est plate, que le monde a été créé en 7 jours, que Darwin dit que des bêtises. Un jour, j'ai un élève de terminale S qui m'a dit que la Terre était plate. Dans le cadre de cours sur la religion. Ah, enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, quand on est prof, on entend tout et n'importe quoi. Bon, allez, grand temps. Bon, l'introduction est assez courte, là, ça va. Ça va être très très courte, là. C'est parce que j'ai donné les définitions de manière séparée. Les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique. Oui, c'est des titres assez longs. Hein. Par l'État. J'avais un cours de méthodologie à la fac, alors il fallait faire des exposés. Et alors parfois les étudiants mettaient comme titre de leur partie l'État, ou je sais pas, la politique. Et alors là, la prof a littéralement pété un plomb, elle leur a hurlé dessus en faisant, en disant allez vous asseoir, c'est quoi ces titres? La chaise, la table, la porte, ça n'a aucun sens. Donc faites des titres qui ont du sens. L'État. On se croirait un discours d'Emmanuel Macron. Non. Ça, ce qu'on dit, ça a du sens. Voilà, alors ici, on va voir plusieurs choses. Alors, en réalité, je peux mettre à peu près tout ce que je veux là-dedans. Hein. J'avais la possibilité de faire un plan chronologique, donc partir de l'Antiquité, puis nous rapprocher gentiment de notre époque contemporaine. Ce que je vais faire ici, c'est que je pense qu'on va faire comme ça. On va d'abord voir, en fait, on fera de manière problématique argumentative, on verra d'abord les positions libérales, après on verra les positions rationalo-rationalistes, hein, si j'ose dire, et enfin on verra les positions des philosophes des Lumières. Enfin, vous allez voir. Bon, en gros, on verra par axe problématique. Parce qu'en fait, évidemment, vous allez vous rendre compte que tous les philosophes ne sont pas d'accord entre eux pour définir les conditions optimales qui rendent légitime l'exercice du pouvoir. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Ou même si leurs idées se rejoignent, si vous voulez, elles ne sont pas fondées sur les mêmes, sur les mêmes idées, sur les mêmes croyances, sur les mêmes valeurs. Bon. Donc, et parfois, elles sont même contradictoires. Pas embêté.
ce que je pensais faire, c'était commencer plutôt par le libéralisme, parce que le libéralisme, c'est une doctrine qui veut donner à l'État le moins de pouvoir possible. Donc, je propose qu'on commence par la position peut-être la plus radicale, en 1.1 ou grand A, vous appelez ça comme vous voulez. L'État n'est pas, ou est très peu, légitime pour exercer le pouvoir politique. Deux points, une conception libérale. Le libéralisme. Il y en a parmi vous qui font SES? Oui. Ok. Parce qu'en SES, le libéralisme, c'est une notion qu'on aborde très souvent. Enfin, j'imagine. Vous avez déjà entendu parler. Qui fait SES ici? Vous n'êtes pas nombreux. Hein. C'est pas grave. Vous avez déjà entendu parler de libéralisme? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet-là? Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave, remarquez. L'un dans l'autre, c'est pas plus mal que vous vous en souveniez pas parce que généralement, en fait, on véhicule dans les cours d'économie, alors je sais pas si c'est très vrai au lycée, mais c'est très vrai à l'université, une vision très pas édulcorée, mais très erronée de ce que c'est que le libéralisme. Souvent, on associe le libéralisme, vous savez, au libre-échange, libéralisme économique, liberté d'entreprendre. Enfin, c'est souvent ces idées-là, si vous voulez, qui est associé le libéralisme. Alors qu'en fait, historiquement, le libéralisme, c'est pas du tout ça, et on va voir pourquoi. En revanche, il y a quelque chose qui est resté comme une constante dans l'histoire des idées, c'est que généralement, le libéralisme, c'est quelque chose c'est une doctrine philosophique qui considère que l'État ne doit pas intervenir dans l'activité humaine. Bon. Donc, à la base, c'est ça le libéralisme. Donc, vous notez juste cette phrase-là, et puis après, je vais expliquer. Originellement, le libéralisme est une doctrine. Originellement, le libéralisme est une doctrine qui considère que l'État ne doit pas, ou le moins possible, ne doit pas, ou le moins possible, l'État ne doit pas, ou le moins possible, se mêler des activités humaines. Il ne doit pas, ou le moins possible, se mêler des activités humaines. Bon, là, on a une définition globale du libéralisme. Et vous allez voir que ce truc-là s'est décliné de plusieurs manières différentes. Bon, alors là, vous pouvez arrêter de noter, je vais expliquer un peu. Alors, à l'origine, le libéralisme, ça vient d'un philosophe britannique qui s'appelle John Locke, un philosophe du XVIIe siècle, dans son bouquin hyper connu qui s'appelle Le Traité du gouvernement civil. Bon, vous aurez noté que dans le libéralisme, il y a liberté. Hein. C'est-à-dire que le libéralisme, c'est la doctrine qui défend les libertés individuelles. Bon, l'État n'intervient pas parce que les libertés individuelles ne doivent pas être sacrifiées au pouvoir de l'État. C'est ça l'idée du libéralisme. Même notez ça, comme ça vous donnera un truc en plus. Voilà. Ainsi, le libéralisme défend les libertés individuelles. Ainsi, le libéralisme défend les libertés individuelles. Oui, ainsi, le libéralisme défend les libertés individuelles. Oui, défend les libertés individuelles. Contre le pouvoir répressif ou coercitif de l'État. Contre le pouvoir répressif ou coercitif de
de l'État. Comment on écrit quoi? Comme ça. Contre le coercitif de l'État. Contre le pouvoir répressif ou coercitif de l'État. Je vais expliquer. Oui, la coercition, c'est l'exercice du pouvoir qui implique un empêchement dans l'exercice de la liberté, mais de manière douce. Exemple, un feu rouge, c'est un élément de coercition. Le feu est là, techniquement vous pouvez passer, mais vous n'en avez pas le droit. Vous êtes empêché dans votre liberté de traverser la route. Exemple très trivial, mais qui permet de comprendre ce que c'est que la coercition, si vous voulez. Autre exemple de pouvoir coercitif, admettons, ça arrive dans certaines classes, vous êtes obligé de rester debout tant que le professeur n'est pas rentré, ou quand le proviseur rentre, vous devez vous lever. Ça, c'est de la pure coercition. Techniquement, c'est pas parce que quelqu'un rentre dans une salle que ça implique le fait de se lever. C'est une espèce de norme, de règle, qui agit sur votre corps. Votre corps est contraint de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait, si la règle n'avait pas existé. Bon, alors, ça c'est vraiment la grande constante dans le libéralisme. Maintenant, il faut voir d'où ça vient tout ça et pourquoi on pense ça. Après tout, il n'y a aucune raison de penser a priori que l'État devrait complètement se retirer des affaires privées et que les individus devraient s'autogérer comme ça de manière quasiment anarchique, si vous voulez. Pourquoi est-ce que la liberté individuelle serait sacrée? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument la défendre? Bon, ça ne va pas de soi. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée, je dis juste que ça ne va pas de soi. Alors, Locke, ce qu'il dit, c'est que la liberté, c'est un droit naturel chez Locke, un droit naturel. Et c'est parce que c'est un droit naturel que, justement, il ne faut pas que l'État entrave son exercice. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un droit naturel? Parce que là, on voit bien la limite de l'argumentation de Locke. Oui, effectivement, si la liberté, c'est un droit qui est donné par la nature, il n'y a aucune raison que de manière artificielle, en quelque sorte, on vienne entraver son exercice par un pouvoir qui serait celui de l'État. Bon, alors, Locke, il se constitue au XVIIe siècle. Locke est un philosophe britannique et, par là, protestant. Locke est contemporain d'une époque dans laquelle l'Église catholique romaine exerce un très fort pouvoir politique sur les États, et les États, par suite, exercent un très fort pouvoir politique sur les sujets. Et donc ces sujets sont contraints à obéir à des lois qui viennent de l'État, qui sont parfois transmises aussi par l'Église. Or, pour un protestant, la seule loi à laquelle on est censé être soumis, c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien obéit à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obéir à Dieu pour un chrétien? Alors, Locke explique que Dieu nous jugera. On sera jugé par Dieu. Bon, c'est l'idée du jugement après la mort. Le mythe chrétien assez classique. Dieu nous jugera. Pour pouvoir être jugé, il faut que nous soyons responsables de ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous faisons des choses, Dieu nous juge responsables de ces choses, et après, seulement parce que nous sommes responsables, Dieu peut nous juger. Vous avez fait le cours sur la liberté et le déterminisme. Si vous êtes absolument déterminé, vous n'êtes responsable de rien. Est-ce que le feutre est responsable du fait de tomber comme ça? Il ne l'est pas. Pourquoi? Ça ne dépend pas de sa volonté. Donc l'idée, c'est qu'on aurait une volonté libre qui nous serait donnée par Dieu, et c'est cette volonté libre qui nous est donnée par Dieu qui nous rend responsables et qui rend donc capable et légitime Dieu à nous juger. D'accord? Donc, cette liberté naturelle, elle provient de Dieu. Dieu fait de nous des êtres responsables, donc nécessairement libres, et par là, il peut nous juger. Le problème, c'est que là-dedans, l'État et l'Église catholique romaine interfèrent entre la volonté de Dieu, qui est de rendre les hommes libres pour qu'ils puissent lui-même les juger, et le fait que ces hommes-là puissent agir d'une manière ou d'une autre. Les hommes soumis aux lois de l'État ou aux lois de l'Église ont un intermédiaire entre eux et la volonté de Dieu. Alors, pour l'Église, cet intermédiaire s'appelle le prêtre, qui se fait l'interprète de la parole divine
Et à travers son sermon, par exemple, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, les protestants ont commencé à traduire les textes sacrés dans toutes les langues, pour que n'importe qui puisse commencer à y avoir accès, si vous voulez. À ne plus être soumis à l'autorité de la religion, enfin du prêtre en tout cas. Bon, donc déjà, on a ce problème-là. Et puis ensuite, l'État, quand il promulgue des lois, peut-être que ces lois sont de nature à faire agir les sujets ou les citoyens de manière qui serait désagréable à Dieu. Ainsi, les sujets, les citoyens ne seraient pas libres de se déterminer par rapport à la volonté de Dieu. C'est embêtant, ça, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle l'État ne doit pas intervenir. Quand l'État intervient, il prive l'homme de sa liberté naturelle, il l'empêche de se déterminer par rapport à Dieu. Il l'empêche de se déterminer par rapport à la volonté de Dieu. Donc il faut absolument que l'État occupe la place la moins importante possible. Il faut laisser les hommes libres pour qu'ils se déterminent devant la volonté de Dieu. C'est là que vient le libéralisme. C'est assez marrant quand on regarde les origines parce que aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus grand monde qui se revendique de ce genre de doctrine. Bon, alors vous avez juste noté ça. Ça sonne à quelle heure là, à 25 ? Ok, il nous reste 5 minutes. Alors, vous pouvez noter, dans son traité du gouvernement civil, virgule. Excusez-moi. Donc, dans son traité du gouvernement civil, virgule. Locke défend la liberté des individus contre le pouvoir de l'État. Locke défend la liberté des individus contre le pouvoir de l'État. Au motif que cette liberté est un droit naturel. Au motif que cette liberté est un droit naturel. Point. En effet, selon Locke, les hommes seront jugés par Dieu. En effet, pour Locke, les hommes seront jugés par Dieu. Point. Or, pour qu'ils puissent être jugés, il faut qu'ils soient responsables de leurs actes. Or, pour qu'ils puissent être jugés, il faut qu'ils soient responsables de leurs actes. Point. Et comme ils ne peuvent être jugés responsables s'ils ne sont pas libres, et comme ils ne peuvent être jugés responsables s'ils ne sont pas libres, et comme ils ne peuvent être jugés responsables s'ils ne sont pas libres, virgule, alors Dieu leur donne ce droit naturel de la liberté. Alors Dieu leur donne ce droit naturel de la liberté. Point. Une petite phrase ou deux. En conséquence... Comment ? Après libre quoi ? Virgule, alors Dieu leur donne ce droit naturel de la liberté. Alors Dieu leur donne le droit naturel de la liberté. Point. En conséquence,
l'État n'est pas légitime à restreindre les libertés individuelles. Conséquence, l'État n'est pas légitime à restreindre les libertés individuelles. Vous voyez, on répond à la question posée. Ce qu'il faut faire dans la dissertation. Pensez à Jean-Jacques Bourdin. Répondez à la question. Vous connaissez Jean-Jacques Bourdin? Bon, c'est pas grave si vous ne connaissez pas. Vous ratez rien. Voilà, donc si vous pourrez juste faire un screen et envoyer ça à vos camarades, celui qui a une belle écriture, et je mettrai sur une plateforme que je vous communiquerai via Pronote sur le cahier de texte le cours audio. Voilà, à bientôt.